Bonjour à toutes et à tous. Jérémy Roch, je me présente, je suis coordonnateur de service membre et services externes au regroupement des organismes de bassin versant. Et aujourd'hui, au risque de faire quelques redites, je vais vous présenter un petit peu en quoi le ROBVQ et les organismes de bassin versant du Québec sont très intéressés et aussi impliqués dans les travaux de la chaire eau et conservation du territoire, notamment en ce qui concerne donc les relations entre les eaux souterraines et les milieux dépendants de ces eaux souterraines dans les PDE. Donc, l'idée étant de mettre un focus un petit peu sur l'exploitation, la diffusion et la valorisation de l'information sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc, pour faire un petit récapitulatif en ce qui concerne le regroupement des organismes de bassin versant du Québec et son mandat, le ROBVQ le ROBVQ compte en fait et représente les 40 membres, ces 40 membres que sont les organismes de bassin versant du Québec. Le ROBVQ a pour mission de rassembler les organismes de bassin versant afin de favoriser la gouvernance de l'eau dans le cadre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Donc, c'est une mission qui a pour perspective le développement durable et qui vise donc à s'assurer de la meilleure adéquation entre la disponibilité des ressources et les besoins des différents usagers. Dans le cadre de ce mandat, le ROBVQ et les organismes de bassin versant sont des partenaires privilégiés du gouvernement du Québec pour justement s'assurer de la bonne mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau au Québec. Donc, le ROBVQ possède de très nombreux partenaires, tant gouvernementaux que municipaux ou des spécialistes de l'adaptation au changement climatique. On pourrait parler de Ouranos, des milieux universitaires, bien entendu, et des différents usages, que ce soit l'UPA, les représentants des milieux agricoles, municipaux ou même forestiers. En ce qui concerne les organismes de bassin versant du Québec, c'est donc des organismes qui sont représentés sur près de 60% de la superficie du Québec tout entier, qui sont présents sur le Québec méridional. Ils ont pour mandat d'élaborer et de mettre à jour des plans directeurs de l'eau, ainsi que d'en promouvoir le suivi et la mise en œuvre. Donc ça, c'est un mandat qui est issu de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Donc, on est directement dans les sujets discutés aujourd'hui. Ces organismes de bassin versant agissent sur donc une grande partie du territoire avec l'implication directe des acteurs du milieu, que ce soit des acteurs gouvernementaux, autochtones, municipaux, économiques, environnementaux et agricoles. Avec ces acteurs-là, les OBV ont donc pour mandat de faire un portrait du territoire, définir un diagnostic, des problématiques, en extraire des orientations, des objectifs et définir des plans d'action. Ces plans d'action sont ensuite sont co-construits avec les acteurs du territoire et mis en œuvre par ces derniers. On a 40 OBV, 40 zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant, un PDE par OBV. Ces PDE couvrent l'intégralité des informations, ce qui a trait à la formation quantitative et qualitative sur les eaux de surface et les eaux souterraines. Bien entendu, cette information est cantonnée à ce qui est accessible aujourd'hui. Donc là, je vais vous poser une question. Selon vous, combien d'OBV possèdent au moins une problématique reliée dans leur plan directeur de l'eau, reliée au milieu aquatique humide, à la quantité d'eau ou aux eaux souterraines dans les PDE? J'ai mal pensé ma présentation, la réponse suit, donc je vais être obligé d'attendre que tout le monde ait voté. On a 40, 89. Allez, les 20 derniers. Bon, je propose d'avancer. On est rendu à 79% de votants. J'ai arrêté pour partager les résultats. Ah, ok, c'est parfait. De toute manière, je vois qu'une majorité d'entre vous, vous avez eu la bonne réponse. Si on joint l'intégralité de ces éléments-là dans l'analyse des plans directeurs de l'eau des OBV, ben, tous les territoires du Québec sont concernés par les sujets qui sont abordés aujourd'hui par la chaire. Pardon. Bon, ma présentation va se structurer en 3 temps. J'espère pas faire trop de redites, je vais aller vite. Donc, d'abord, faire un petit rappel sur
la dichotomie bien trop souvent considérée entre les eaux souterraines et les eaux de surface, qui ne devrait pas exister, puisque finalement, on parle d'une seule et même ressource, et que dans le cadre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, il faut bien prendre en compte les interactions qui existent entre ces deux types de réservoirs, ces deux ressources. Dans un deuxième temps, on va parler du besoin de connaître les processus en œuvre sur les territoires, et puis finalement, on va finir sur les perspectives d'une gestion intégrée, effectivement intégrée de l'eau au Québec. Donc, bon, bien entendu, comme vous le savez, on évolue tous sur des bassins versants qui sont des espaces de transfert et d'interaction entre l'atmosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines. Ces territoires-là, c'est des territoires sur lesquels nous vivons tous actuellement, sont finalement des espaces où on se procéder à un bilan. C'est des écoulements qui vont, donc les écoulements issus des précipitations vont se répercuter en ruissellement et en infiltration. La part de ces deux composantes-là, il y a aussi l'évapotranspiration, est influencée par beaucoup de facteurs, mais notamment la géologie, l'occupation du sol et la topographie, où on va avoir une infiltration sur la part des eaux qui se séparent et la vitesse des écoulements associés. Il y a bien entendu à l'échelle des bassins versants des influences notables associées au changement climatique. Nous, dans le mandat des OBV, il est question de prendre connaissance de l'intégralité de cette dynamique-là à l'échelle des bassins versants pour mieux accompagner les acteurs dans la gestion de l'eau de leur territoire. On sait que les rivières sont des hydrosystèmes dynamiques en permanence, et que cette dynamique est notamment liée à la nature même du territoire, son occupation, mais aussi au transfert de niveau et de pression qui s'opèrent entre les différents réservoirs. Donc, finalement, ce qu'on observe, c'est une variation verticale et horizontale des vitesses d'écoulement qui vont générer une temporalité à la suite d'un événement climatique. Et cette temporalité-là va donc être à l'origine d'une variation de niveau qui elle-même est intimement reliée à la variation des débits et de l'écoulement dans nos cours d'eau et en souterrain. Cette information-là, c'est une information qui est tout à fait pertinente vis-à-vis des enjeux que les territoires québécois vivent actuellement, puisqu'elle va notamment se répercuter par l'analyse du temps de réponse des bassins versants. On sait que lors d'une crue, par exemple, la majorité ou une très grosse partie du débit contenu issus de cet événement, des débits qui s'écoulent, sont soutenus par les eaux souterraines. C'est valide donc, dans le chenal principal des rivières, mais c'est aussi valide dans les versants. Donc, on va vraiment s'intéresser ici. Ce qu'il y a d'important à reconnaître ici, c'est les fonctions de transfert hydrologique qui existent entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Quels sont les quotas d'infiltration et finalement, quels sont les bilans? Ces bilans-là, à l'échelle très locale des sous-bassins versants et des territoires, donc, sont une clé pour aller vers une meilleure gestion en connaissance des ressources des territoires et en connaissance de leur dynamique, de leur vitesse d'écoulement pour arriver vers une meilleure gestion des ressources. Donc, on soulignera l'importante influence des eaux souterraines sur le maintien d'un débit de base ou débit écologique dans les cours d'eau. Ce qu'on a ici en vert. Donc, certaines causes qui ont été identifiées en lien avec la modification des niveaux, notamment dans le cadre des P2. Donc, ça, c'est des informations qui sont extraites des P2. On va notamment mettre de l'avant le fort taux de perte de milieu humide à l'échelle du territoire québécois. Les processus, donc cette perte de milieu humide va se répercuter en termes de perte de capacité de stockage des milieux, mais aussi des niveaux de recharge dans les nappes et donc des niveaux de soutien. On va avoir des problématiques associées à l'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement. On va avoir une réduction du taux d'infiltration potentielle des eaux de pluie. On va avoir des problématiques aussi associées en territoire agricole, liées au drainage et donc au rabattement des niveaux phréatiques associés à l'augmentation de ces vitesses d'écoulement en souterrain. Les prélèvements, bien entendu, qui vont impacter les bilans locaux. Et ça, tout ça, c'est des éléments qui sont identifiés dans les PDE, mais pour lesquels les manques de connaissances amènent à une difficulté dans l'identification des actions à mettre en œuvre, notamment.
Donc, les infrastructures hydrauliques qui vont aussi avoir une influence sur l'évaporation et le niveau pluviométrique, ou encore la gestion forestière et arboricole. Toutes ces causes-là peuvent être des génératrices de modification de l'écoulement dans les territoires des OBV. Les répercussions de ces éléments-là et de ces causes identifiées dans les PDE sont nombreuses. Donc, on a parlé de quantité d'eau, on a parlé de dégradation des eaux souterraines, on parle de dégradation de qualité des milieux, de l'eau et des milieux, bien entendu. On va parler des milieux dépendants dans le cadre de la chaire, mais aussi des problématiques associées à l'érosion, l'avulsion, notamment en territoire agricole, des décrochements, des pertes de sol qui peuvent être influencées par l'eau souterraine et dont la part serait tout à fait pertinente à creuser dans le cadre des travaux de la chaire, et les problématiques associées, bien entendu, aux inondations. Donc, en ce qui concerne la suite et les questions pour lesquelles les OBV auraient des intérêts à avoir plus de connaissances et d'informations pour aller vers une identification plus précise ou plus efficace des actions que les acteurs pourraient mettre en place pour favoriser une meilleure gestion intégrée de l'eau par bassin versant au Québec. Et pour identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre, il y en a toute une flopée. On peut en identifier beaucoup, notamment mieux caractériser, mieux quantifier les écoulements, les relations entre les eaux souterraines et les différentes typologies des milieux dépendants. C'est aussi une question associée à la qualité de l'habitat. Mieux connaître les processus physiques, biologiques et pédologiques en œuvre pour assurer la qualité des services écosystémiques des milieux dépendants. On va parler de support, on va parler de régulation. Tout ça dans un processus de connaissance des transferts existants dans les territoires, de niveau comme de pression. Mieux caractériser le comportement de certains polluants et contaminants dans ces milieux d'interface. Quelles sont les réactions? Tout ça dans une perspective par exemple, de protection des sources d'eau potable, de meilleure résilience face à un risque de pollution sur un territoire. Identifier et calibrer des indicateurs de suivi de qualité des milieux dépendants des eaux souterraines et de disponibilité de celles-ci, notamment avec les eaux souterraines. Mieux caractériser la part de l'impact des changements climatiques sur la baisse des niveaux pluviométriques et de recharge, bien entendu, ainsi que sur la dégradation des milieux humides dépendants des eaux souterraines. Ça, c'est des suggestions qui sont ici présentes. Finalement, les éléments à laquelle toute la connaissance générée par la chaire eau et conservation du territoire pourrait directement être mise à profit, eh bien, ils sont nombreux et on est déjà dedans. On en aurait déjà besoin actuellement en ce qui concerne les travaux des OBV, dans l'aménagement du territoire, en ce qui concerne la définition des OCMHH, l'accompagnement des MRC et des municipalités dans la définition des PRMHH, la priorisation des milieux humides à protéger, la gestion des bandes riveraines, les stratégies de ralentissement des écoulements dans le cadre des stratégies de protection face aux inondations, des gestions des inondations et des espaces de mobilité, des plans de protection des sources d'eau potable, donc ça on y vient très prochainement, du maintien et du rétablissement des continuités. Donc ça notamment, c'est des travaux sur lesquels le CNC est très impliqué et auxquels nous, le REBVQ et les OBV, avons un grand intérêt dessus. Et bien entendu, tous les aspects liés aux stratégies et aux pratiques, que ce soit la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain, comment gérer les niveaux associés au ruissellement en milieu urbain, les pratiques agro-environnementales, ou encore une fois, pour finir, la gestion des retenues d'eau. Voilà, donc j'ai brossé un portrait assez large de tout ce qui pourrait être utile aux OBV. J'en ai certainement oublié, mais les avenues sont gigantesques et on est très heureux au ROBVQ et de faire partie de la chaire. Je n'ai pas précisé que nous faisions partie aussi du comité de direction, donc de faire partie de la chaire ECT et de l'accompagner dans la génération des informations pour les OBV et pour les acteurs du territoire, pour une meilleure gestion intégrée de l'eau par bassin versant.